Bonjour tout le monde, Salut. bienvenue à Bête pas Bête Plus. La semaine dernière, Pierre et moi, nous sommes allés au Jardin zoologique de Granby pour une journée spéciale, une journée bénéfice au profit de la Fondation Mira. Et durant cette journée, on a rencontré plein de monde, dont notre invitée Sophie Saint-Arnaud. Bonjour Sophie. Salut Sylvie. Salut Sophie. Ben, Sophie n'est pas venue seule, elle est venue avec son chien guide Cosinus. Quel âge as-tu, Sophie? Moi j'ai 15 ans, mais le chien en a seulement 3. Et puis, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 2 ans. 2 ans? Donc, tu as passé beaucoup de temps sans chien finalement, parce que toi, tu es aveugle de naissance, hein? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça fait une grosse différence depuis que tu as Cosinus? Peux-tu faire beaucoup plus d'activités? Ah oui, vraiment, c'est vraiment différent. Ça permet une plus grande autonomie, puis ça facilite le contact avec les gens beaucoup. Ah, les gens viennent te voir parce que tu as un chien, c'est Ouais, ça? c'est ça. Puis ils me posent toutes sortes de questions. Puis vous, veut pas, faut que tu déjeunes, faut que tu leur répondes, parce que sinon ils vont dire coudonc, ben bête. Ouais. Mais c'est pas tous les aveugles qui peuvent avoir un chien guide. Je pense que tu suis un genre de cours là, avant de pouvoir avoir un chien. Ouais, c'est ça. Avant d'avoir ton chien, tu as un cours pour ce qu'ils appellent analyser les intersections, comme pour savoir quand traverser, quand savoir si la lumière est rouge ou inverse, parce que c'est pas le chien qui le fait. Puis savoir si c'est une intersection 4 stops, 2 stops, pour savoir l'intersection entre T et en Z, pour savoir si tu peux la traverser, dans le fond. Puis après Ouais. ça, tu apprends à manipuler ton chien. Ouais, après ça, tu fais une classe de 26 jours à la Fondation Mira, à Sainte-Madeleine, qui est c'est ça, 26 jours. Puis là, ben, tu apprends comme les commandements de base, Ah ben oui. comment contrôler ton chien pour faire comprendre au chien que c'est toi le maître, que ce n'est pas lui qui va te, dans le fond, aller où est-ce qu'il veut. Il faut que tu aies un certain contrôle sur lui. Tu apprends comment nourrir ton chien, parce que c'est pas tout le monde qui veut se lever à 6 heures le matin là, pour aller faire les petits besoins du chien, etc. Mais c'est du travail, mais c'est beaucoup d'avantages aussi, hein? Oui, beaucoup. Parce que le résultat est très, très impressionnant. On est allé filmer Sophie et Cosinus en pleine action sur la rue, et puis vous allez voir que c'est très, très impressionnant. Regardez. Je suis toujours auprès de mon chien, je le quitte jamais, ou presque, à part chez moi, là, il est en liberté, il n'a pas besoin d'avoir son harnais. Mais je suis tout le temps avec, je l'amène à l'école, il suit dans les classes, il est vraiment super. Avant, j'avais une canne blanche, mais je connaissais quand même là, mes parcours, tous mes chemins à faire. Je les ai appris pour mes chemins là, quotidiens que je fais tous les jours. Puis des trajets faciles, là, je pouvais les apprendre comme ça, sans trop de problèmes. Mais là, depuis que j'ai mon chien, c'est encore moi qui sais mes chemins. C'est juste que moi, je suis là pour donner l'indication au chien. Va à droite, va à gauche, reste, tout ça. Puis lui, c'est ça, il m'apporte une sécurité vraiment supplémentaire à la canne. J'ai toujours dit qu'un chien, c'est intelligent, fait qu'une canne, l'intelligence de métal, ça va pas très loin. Le chien, lui, il est là pour m'éviter les obstacles, pour me les faire contourner. Ou si, mettons, il sait vraiment pas par où aller, il va arrêter. Puis là, moi, c'est ma job, si on veut, de vérifier l'obstacle, c'est quoi, puis voir où je peux contourner. Puis là, je lui dis, tourne à gauche pour contourner l'obstacle, admettons, ou tourne à droite. Ou, c'est quand même moi qui va arriver à faire ça. Oui, c'est un bon chien. Oui, laisse le chercher. Oui, c'est un bon chien. Oui, allez, on y va. Mon chien, c'est un très très bon ami, un frère si on veut, mais c'est quand même une responsabilité. Je dois m'en occuper, je dois le nourrir chaque matin, me lever très tôt pour lui faire ses besoins. Je dois lui faire de l'exercice parce qu'il faut qu'il se dégourdisse les pattes lui aussi. Hein. Bonjour, ma grande. Je vais prendre un cornet à crème lacrymale. On va prendre un cornet, on va y aller avec le cornet. $1,65, s'il vous plaît. Merci. Avec le chien, je rencontre vraiment beaucoup de gens. Ils sont attirés vers moi à cause du chien. Mais il y a juste une petite contrainte, c'est que ça l'attire les gens pour le flatter. Puis malheureusement, quand le chien a son harnais, il ne faut pas le flatter parce que ça peut le déconcentrer. Il faut vraiment avertir tous les gens qui flattent le chien de ne pas le flatter. Même avec les tout petits enfants, il faut être quand même assez sévère, malheureusement. Et le Bête Express, voici pour toi. Merci. Et
Nicolas Dupont veut savoir à quel âge le mandrill commence à avoir des couleurs vives sur le museau. Bien, le mandrill, c'est un primate qui vit dans les forêts de l'Afrique de l'Ouest et c'est seulement que vers l'âge de 10 ou 11 ans que les couleurs bleues et rouges vont apparaître sur le museau du mâle. Isabelle Gosselin, elle, veut savoir si les animaux peuvent rêver comme les humains. Ben oui, Isabelle, même les poules rêvent. Elles vont rêver en moyenne 25 minutes par nuit. Les primates, eux, rêvent 90 minutes, et ça, c'est très près de l'humain qui, lui, rêve en moyenne 100 minutes. Mais le champion rêveur, toute catégorie, c'est le chat domestique qui, lui, peut rêver jusqu'à 200 minutes par nuit. Alors, c'est beaucoup. Si vous avez des questions sur les animaux, continuez à nous les envoyer. On adore les lire et y répondre. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Il y avait des grenouilles dans tous les états. Mais le soir venu, on les entend plus. Est-ce que les grenouilles auraient disparu? C'est bien beau votre chanson, Hey, mais merci. est-ce que c'est vrai que les grenouilles disparaissent? Oui, bien, c'est effectivement une question qui inquiète de plus en plus de gens parce que les populations d'amphibiens partout à travers le monde diminuent beaucoup depuis quelques années. Oui, mais en tout cas, en studio, des amphibiens, on en a beaucoup. On en a Ouais. plusieurs espèces. Premièrement, dans l'aquarium, on a des tritons à ventre rouge et une grenouille de Cromwell. Juste à côté, on a la grenouille verte, qui est celle qu'on trouve ici au Québec. Ensuite, on a deux espèces de crapauds, le crapaud réticulé et le buffo géant. Ensuite, une rainette géante de l'Inde et une grenouille à feuilles du Pacifique. Juste à côté, des salamandres tigrées géantes et une rainette de Cuba. Et puis finalement, des salamandres maculées et une rainette de White. En tout, des amphibiens, il y en a 3300 espèces au monde et la moitié de ces espèces-là sont menacées de disparition. Oui, ce qui est inquiétant, c'est que même aux endroits où les amphibiens sont protégés, bien, ils continuent quand même à disparaître. Alors, on pense que c'est à cause de leur cycle de vie. Les amphibiens sont victimes autant de la pollution de l'air que de la pollution de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils vivent sur la terre et dans l'eau? Ben, exactement. Les amphibiens ont vraiment une double vie. Ils commencent leur vie dans l'eau. Les œufs sont pondus dans l'eau. Ensuite, ils éclosent. Ils forment des têtards qui, eux, vont progressivement se modifier pour pouvoir vivre sur Terre. Alors, la queue va tomber, les pattes vont commencer à pousser et même les branchies que ces animaux-là ont au départ vont se modifier en poumons pour que l'animal puisse sortir de l'eau et vivre sur Terre. Mais malgré tout, il va quand même toujours rester proche d'une étendue d'eau. Oui, l'eau est très importante. Les milieux humides sont très importants pour les amphibiens. C'est d'ailleurs une des causes de leur disparition, c'est parce qu'on détruit leur habitat. Les marais, les étangs sont comblés pour faire de la place aux routes ou aux habitations. On soupçonne aussi les précipitations acides qui sont défavorables à la survie des œufs et des têtards. Quand le milieu est trop acide, les œufs éclosent pas. Oui, il y a aussi les pesticides, les engrais chimiques, entre autres. La peau des amphibiens est perméable, c'est-à-dire qu'elle laisse passer l'oxygène, ça c'est très utile, mais elle laisse aussi passer tous les polluants chimiques. Mais est-ce que la chasse aux grenouilles pour leur cuisse est aussi une importante cause de leur disparition? Oui, tout à fait. Les cuisses de grenouille, ce sont un mets très recherché. Alors, cette habitude-là de manger des cuisses de grenouille a déjà causé presque la disparition complète de plusieurs populations de grenouilles en Europe et c'est en train de causer le même problème en Asie. Oui, en fait, on soupçonne encore d'autres causes, comme par exemple l'augmentation des rayons ultraviolets à cause de l'amincissement de la couche d'ozone, les changements brusques de climat et bien sûr la pollution globale de la planète. Ouais, comme vous voyez, les causes sont multiples, il y en a plusieurs et c'est un peu décourageant parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais ce serait dommage que les amphibiens disparaissent parce qu'ils étaient là avant les dinosaures et les mammouths. Donc, ce serait dommage qu'ils ne survivent pas aux humains. Mais est-ce que celles qui sont en studio sont en voie de disparition? Oh! En tout cas, on a même une nouvelle qui vient d'apparaître. Ça doit être... Ouais, c'est un vrai ronron, ça, c'est assez impressionnant. Non, Carlos, les espèces qu'on a avec nous ne sont pas menacées de disparition. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu les obtenir assez facilement. Ces amphibiens-là, on les retrouve encore fréquemment, heureusement. Le flamand des Andes est une des 6 espèces de flamands qui existent dans le monde. On le retrouve dans les Andes, en Amérique du Sud. Il affectionne les eaux peu profondes, de préférence salées ou saumâtres. C'est une espèce vulnérable, c'est-à-dire qu'elle peut, si on ne la protège pas, devenir très rapidement menacée de disparition. Le braconnage des œufs, la mauvaise utilisation de l'eau par l'homme et l'augmentation du nombre de mines dans son habitat nuisent à sa survie. Bonjour, le lieutenant. Bienvenue dans mon humble demeure. Assieds-toi, j'ai à te parler. Après toi, Capone. On dirait que tu me fais pas confiance. Pourtant, j'ai une proposition très intéressante à te faire. Cause toujours, mon coco. Ah, Coco? Moi, c'était Coco. Je parle sérieusement avec mon ami Elliot. Moi, je peux t'appeler Elliot, hein? Vois-tu, je ne sais pas ce qui se passe depuis quelque temps à Chicago. Il n'y a plus moyen de faire honnêtement les affaires.
Depuis quand fais-tu des affaires honnêtes, Capone? Déjà, à la maternelle, tu volais les crayons de cire de tes petits copains. Ma, c'était pour faire les lampes pour le restaurant de mon padre mio, avec la bouteille de Chianti. Regarde, j'en ai même gardé une en souvenir. Tu vois, au fond, je suis incartable. Arrête, tu vas me faire chialer. Non, écoute, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Vois-tu, je veux savoir qui, dans mon équipe, s'informe à l'avance de tous mes coups. Il y a un indicateur, j'en suis sûr. Je vais savoir qui c'est. Qui c'est? C'est qui? Ah, c'est Coco. Qui c'est? Ah! On la boucle, Coco, ou je te transforme en perroquet cacciatore, ma. Hé, Capone, tu touches à une plume de cet oiseau et je te mets la SPA aux fesses. C'est clair? C'est clair, au clair de la lune, mon ami Coco. Ah! La ferme, Coco! Ma, tu sembles bien le connaître, mon perroquet. Eh, comment veux-tu que je le connaisse, ton gris d'Afrique, voyons? Ma, comment fais-tu naître pour savoir que c'est un gris d'Afrique? Depuis que tu es arrivé, il a la couverture sur la tête. C'est mon boulot de détective de tout savoir. Hein, ma, justement, je veux savoir comment tu fais pour tout savoir. Pensez-y, Ness. Tu me donnes l'information et tu prends la retraite dorée à Miami, hein? Je marche pas dans ta sale combine, Capone. Je vais bientôt te faire coffrer. Tout ce qui me manque, c'est le nom de ton comptable. C'est John Smith, le comptable, c'est John Smith. Ah, c'est John Smith. La ferme, Coco! Ma, si c'est maintenant que tu obtenais les informations, toupie d'oiseau, tu vas finir en barbecue. Maman mia, c'est la police. Moi, tu m'auras pas comme ça, Ness. On se reverra. Ah, bravo, Coco! Joli travail! C'était génial, le truc de la sirène de police. Mais je crois que ton boulot d'informateur est terminé. Allez, tirons-nous d'ici. Comme vous venez de le voir, les perroquets sont des oiseaux très intelligents et ils fascinent beaucoup de personnes, même celles qui n'en ont pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on reçoit beaucoup de questions concernant les perroquets. Et aujourd'hui, avec nous, on en a un justement, c'est un gris d'Afrique et il s'appelle Uno. Est-ce qu'il parle? Ben oui, Sophie, il est supposé parler. En tout cas, sa propriétaire nous assure qu'il parle, mais comme tous les animaux qui viennent en studio, il est un peu intimidé par l'environnement bizarre pour lui, alors ça me surprendrait qu'il dise quelques mots ici. Par contre, pour vous prouver qu'on ne ment pas, on a un enregistrement de Uno en pleine action, alors on l'entend faire des sons et dire quelques mots. Allô? Ça va? Ça va? Bravo, Uno, bravo, c'est pas si mal. Non, hein? Sa propriétaire nous dit qu'Uno a environ 30 mots dans son vocabulaire. C'est pas pire, mais c'est loin d'être aussi bien que le champion parleur, qui est aussi un gris d'Afrique, qui s'appelait Prudhoe, et lui avait 800 mots dans son vocabulaire. Et il a même été déclaré le meilleur oiseau parleur 12 années consécutives. Hey, c'est bon ça. 800 mots, c'est presque plus que mon vocabulaire. Ah, sérieusement, on a reçu plusieurs questions sur les perroquets. Marjolaine Robert, je veux savoir pourquoi les perroquets répètent ce qu'on dit. Eh bien, tous les oiseaux dans la nature vont s'appeler, s'attirer en émettant des cris plus ou moins mélodieux. Chez les perroquets, c'est bien développé. Et les perroquets vont développer aussi une attirance pour leur maître humain. Alors, pour essayer de l'appeler, ils vont commencer à imiter les mots qu'ils entendent dire le plus souvent par les humains, en espérant attirer son attention de cette façon-là. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent, les perroquets? Ben, pas vraiment. Ça n'a pas vraiment de sens pour eux. Par contre, ils peuvent apprendre à dire les bonnes phrases dans les bonnes circonstances. Par exemple, les perroquets vont apprendre à saluer les gens quand ils arrivent, dire bonjour, comment ça va, quand quelqu'un entre dans la pièce. Et ça a l'air qu'il y avait même un perroquet qui essayait de se débarrasser des invités qu'il n'aimait pas en se plantant au milieu du salon en criant « Au revoir ». Alors, je sais pas si ça fonctionnait. Il y a même des perroquets aussi qui réussissent à faire des associations d'idées. On a déjà vu un perroquet, par contre, qui était capable d'imiter le bruit de quelqu'un qui se mouche, mais il faisait à chaque fois qu'il voyait un mouchoir. Aïe, aïe, c'est spécial. Ouais. Je savais pas que les perroquets étaient capables aussi d'imiter des bruits. Oui, mais que ce soit des bruits, des cris, des sifflements, des mots, en fait, ça représente pas grand-chose pour eux. Qu'ils sifflent, qu'ils jappent, qu'ils fassent des sons bizarres, c'est tout simplement pour attirer l'attention de leur propriétaire. OK, j'ai reçu une autre question plusieurs fois par plusieurs personnes différentes. Manuel Bergeron, Pierre-Luc Grenier et David Martineau veulent tous savoir comment on fait pour apprendre à parler à un perroquet. Eh bien, il faut être très, très, très patient. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de patience ou pas beaucoup de temps, vous êtes mieux d'oublier ce projet-là tout de suite. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et l'idéal, c'est de choisir un perroquet qui est jeune, de l'adopter très jeune et de lui répéter souvent des phrases. Doucement.
de lui répéter souvent des phrases simples, en prenant soin aussi d'établir un lien de confiance avec l'oiseau qui vous aime, qui a confiance en vous. Et là, vous avez des chances que ça fonctionne. Oui, puis au début, c'est très important d'être très attentif à ce que dit ou à ce qu'essaie d'imiter l'oiseau. Et quand vous êtes sûr qu'il essaie de dire un mot, bien là, vous répétez ce mot-là souvent en l'encourageant, en le récompensant avec de la nourriture, par exemple. Et puis, à chaque fois que vous commencez une nouvelle leçon, bien, vous commencez toujours cette leçon-là avec les mots qu'il avait déjà appris avant. Ounou, lui, est particulièrement bien apprivoisé. Il proteste un peu. Il a 5 ans, c'est un gris d'Afrique. Pierre l'a dit, c'est parmi les meilleurs parleurs. Mais ce sont des perroquets qui sont timides, un petit peu nerveux. Puis quand ils sont stressés, bien, ils peuvent avoir tendance à arracher les plumes de leur corps. Mais malgré tout, ce sont des oiseaux très, très intelligents. Oui, ils peuvent être parfois quand même un petit peu capricieux, mais habituellement, là, ils se nourrissent, ils acceptent très facilement des noix, des arachides, des graines de tournesol, des fruits, des légumes, du fromage. On peut aussi leur donner de la moulée à perroquet, aussi ça fonctionne très bien. Ah oui, est-ce que je peux essayer de te donner à manger? Ah ben oui. Je suis sûre que tu vas être content. Une arachide. Tiens, mon beau nom. En veux-tu? Oui. Le macaque japonais se reconnaît à son pelage beige clair et à sa face nue de couleur chair. Les macaques japonais sont les singes les plus résistants au froid. Ce sont donc ceux qu'on retrouve le plus au nord. Et bien sûr, comme leur nom l'indique, eh bien, ils vivent au Japon. Contrairement à la plupart des primates, le macaque japonais n'a pas peur de l'eau. C'est même un excellent nageur. Le petit vient au monde après une gestation de 5 mois et demi. Il pèse moins de 500 grammes à la naissance, mais il grandit rapidement. Il est sevré vers l'âge de 9 mois et peut vivre jusqu'à 30 ans. De voir Sophie comme ça avec son chien Cotinus et aussi la journée spéciale au Jardin zoologique de Granby, ça nous a donné une idée à Pierre et moi qu'on aimerait partager avec vous. On s'est dit que si on avait réussi à accumuler 600 $ en une journée au Jardin zoologique de Granby, bien si on s'y mettait tous ensemble, on pourrait probablement au cours de la saison accumuler assez d'argent pour pouvoir acheter un chien guide à un autre jeune aveugle comme Sophie. Oui, puis ça va très, très bien notre affaire parce que déjà, la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec a décidé de nous aider. Pour chaque dollar que l'on va amasser, la Corporation va donner $1. Ouais, c'est déjà très, très bien, mais un chien guide, ça coûte quand même 12 000 $ à l'achat, à l'entraînement, tout ça. Donc, c'est beaucoup de sous et c'est pour ça qu'on a besoin de vous et qu'on lance aujourd'hui officiellement le Mirathon. Oui. Qu'est-ce que c'est vraiment que le Mirathon? Ben, c'est très simple. C'est une collecte de fonds, c'est-à-dire qu'on va amasser de l'argent pour pouvoir, justement, donner un chien guide à un ou une jeune aveugle. L'idéal, ce serait que la collecte de fonds se fasse dans le cadre de projets qui sont favorables pour l'environnement. C'est pas si compliqué que ça. On peut, par exemple, tout simplement ramasser des canettes, des bouteilles vides ou des bouteilles en plastique et aller les vendre à l'épicerie. Et puis, une fois que vous avez accumulé le montant que vous avez décidé de nous envoyer, eh bien là, vous nous envoyez un chèque parce qu'on ne peut pas envoyer d'argent par la poste. Donc, vous devez demander à vos parents de faire un chèque à l'ordre de la Fondation Mira, mais que vous envoyez à notre adresse habituelle, c'est-à-dire Bête pas Bête Plus, Société Radio-Canada, case postale 9050, succursale A, Montréal-Québec, H3C 4P7. Et vous pouvez même en profiter pour glisser une ou deux questions sur les animaux dans la même enveloppe. On n'est pas regardant, on va répondre aussi. Oui, une autre façon aussi, vous pouvez aller déposer directement votre argent dans des boîtes spécialement identifiées au Mirathon, à la Fondation Mira, dans différentes cliniques vétérinaires un peu partout, les cliniques vétérinaires participantes. Et évidemment, tout au long de la saison, on va vous donner les résultats. Et puis, si vous avez d'autres idées de projets environnementaux qui pourraient vous permettre de participer au Mirathon, bien, écrivez-nous-les, on les lira en ondes et ça donnera des idées peut-être à d'autres groupes pour participer eux aussi. Oui, alors comme on avait déjà 600 $ qu'on avait ramassé aux Zoo de Granby, ça veut dire que la corporation nous donne aussi 600 $, ça nous fait donc 1200 $ dans la cagnotte. Pas la cagnotte, la canette, c'est la canette, le symbole du Mirathon. La canette. La canette. Quand arrive le temps de se mettre à table, les animaux utilisent des méthodes et des techniques d'alimentation qui varient selon les espèces, la nourriture disponible et l'habitat. Même si parfois la qualité et la quantité de nourriture ne respectent pas toujours le guide alimentaire canadien, l'essentiel, c'est de pouvoir toujours manger à sa faim. Dans le cas de ce colibri, comme il n'a pas de dents, il doit sucer et parfois aspirer le nectar des fleurs et les insectes qui s'y trouvent pour se nourrir. Il le fait grâce à son bec pointu et à sa langue très longue. Pour le papillon, comme chez plusieurs autres insectes d'ailleurs,
Le nectar est aspiré grâce à une trompe qui agit un peu comme une paille. En se promenant de fleur en fleur, le papillon se nourrit et transporte en même temps le pollen. Le mode d'alimentation de l'escargot fonctionne sur le principe de la râpe à fromage. En se promenant, il râpe et aspire tous les micro-organismes qui lui passent sous le ventre. Quand on est au sommet de la chaîne alimentaire, on a les outils pour tuer et broyer sa nourriture. Le léopard possède des dents qui lui permettent de manger toute sa proie, de la tête à la queue. Les geais n'ont pas de dents, mais un bec très solide qui est parfaitement adapté à leur mode de nutrition. Ils peuvent ainsi attraper et casser des noix très dures sans trop de problèmes. Certains poissons carnivores, grâce à de petites dents pointues, peuvent briser la carapace des oursins pour atteindre la chair tendre qui se trouve à l'intérieur. Les cervidés sont également des animaux broyeurs. Au début, ils arrachent et coupent les feuilles des arbres avec leurs incisives, puis les molaires les transforment en menus morceaux. La végétation n'a aucune chance contre ces ruminants. Quand on n'a pas de dents, l'idéal c'est d'avoir une grande gueule. Avaler des pois tout ronds, ça peut paraître un peu compliqué, mais pas quand on s'appelle pélican et que la poche qu'on a sous la gorge peut s'étirer et agir comme un filet à poisson. Les baleines, tout le monde le sait, sont des mammifères énormes, surtout les baleines à fanon. Pour se nourrir, elles filtrent l'eau de mer qu'elles ont dans la gueule pour n'en garder que le plancton et les petits crustacés qu'elles avalent par la suite d'un seul coup. Les serpents sont des spécialistes pour ce qui est d'avaler des proies plus grosses que leur tête. Et le serpent mangeur d'œufs est sans aucun doute le plus impressionnant de tous. Il peut avaler des œufs qui sont 3 et même 4 fois plus larges que son cou. OK, Sylvie, tu peux venir. C'est le tirage, les prix cette semaine. Évidemment, le chandail, bête, pas bête plus. La casquette, bête, pas bête plus. Et aussi, le livre, vous et votre perruche ondulée. Et trouve tout de suite un gagnant ou une gagnante. Il s'agit de Mélanie Jean de Charlebourg. Eh bien, Mélanie, on te fait parvenir tes prix très bientôt. Le rap des mots. Le rap des animaux. Aboyer, hurler. Miauler et cacasser. Roucouler, siffler. Jaser et ronronner. Tête de cochon. Face de rat. Ruser comme un renard. Marcher comme un canard. Ça donne une bonne idée, hein, qu'on vienne se promener dans le parc. C'est romantique. Merci, mon petit wawaron sucré. Ben, j'espère juste qu'il mouillera pas, hein, parce que j'ai oublié le parapluie. Ben voyons, Minou, arrête de t'en faire, il va pas beau. Écoute, là, on entend les cigales. Puis garde, là, les grenouilles, là, ils arrêtent pas de coasser dans la grenouillère. C'est quoi ça, une grenouillère, mon petit triton en chocolat? Ben, une grenouillère, Minou, là, c'est un endroit où il y a beaucoup de grenouilles qui vivent, là. Regarde, il y en a une juste là, à côté dans le parc. Elle doit être proche, hein, parce que j'ai presque l'impression qu'ils sont ici, là, nous deux. Ben non, Minou, ça, c'est mon ventre, hein, c'est parce que j'ai des grenouilles dans l'estomac. Hein? T'as mangé des grenouilles? Ben non, Minou. Avoir des grenouilles dans l'estomac, c'est une expression. C'est quand on a faim. C'est que notre ventre fait du bruit, là, comme si c'était des grenouilles qui coassaient. C'est ça. Ah, je comprends. Et que t'en sais des affaires, toi. Hein, on fait donc un beau couple, hein. C'est ma mère qui avait raison. Chaque grenouille trouve son crapaud. Ouais, c'est vrai que t'es pas mal crapaud des fois. Ah, ouais. Ah ben là, j'ai pas mal faim, hein. Je pense que j'ai toute la colonie de grenouilles dans le ventre, là. Il faudrait qu'on y aille, Minou. Ah, mais non! Regarde! J'ai un lunch. Tout ce que t'aimes, tu vas voir. Oh. Regarde, des Cracker Jack. Wow! Des guimauves de toutes les couleurs. Oh, c'est fin, Minou. Des pains de viande avec des olives dedans. Oh, mon préféré. Et même du Kool-Aid à saveur de punch hawaïen. Hein? Oh, un Minou. vrai festin de reine pour toi, ma reine. Oh, tu connais mes goûts, hein? Il y a tout ce qu'il faut, là, pour calmer mes grenouilles dans l'estomac. Ah oui, ça c'est sûr, ils s'en remettront pas. Tantôt, on vous parlait de perroquets. Eh bien, maintenant, on vous parle de perruches ondulées, qui sont de plus petits représentants de la famille des perroquets et qui sont aussi beaucoup plus faciles à garder en captivité. Je savais pas qu'il y avait autant de variétés. Ce sont toutes des perruches ondulées? Oui, toutes des perruches ondulées. On a plusieurs variétés. Il y a une perruche ondulée à crête. Il y a aussi une perruche ondulée huppée.
et une perruche arlequin. Et toutes ces variétés descendent de la variété sauvage, qui est verte avec la tête jaune et qui vit en Australie. Les perruches ondulées sont certainement des oiseaux de cage très populaires et on a reçu beaucoup de questions à leur sujet. Alors, on commence par la question de Martin Desbiens et Caroline Proulx qui veulent savoir comment on fait pour différencier le mâle de la femelle. Ben, ça, c'est facile, c'est par la couleur de leur bec. Ben, pas exactement. C'est en fait par la couleur de la membrane à la base du bec qui s'appelle la cire. Alors, tu vois, c'est l'endroit où il y a les narines, finalement. Alors, chez les femelles, cette membrane-là est plutôt beige. En fait, ça peut aller du rose pâle au brun. Et chez le mâle, la cire est bleue. Mais cette différence de couleur-là apparaît seulement vers l'âge de 6 à 8 mois. Mais est-ce que c'est facile à apprivoiser des perruches? Oui. Oui, c'est parmi les oiseaux les plus faciles à apprivoiser. Par exemple, il s'agit tout simplement d'être très patient. On peut leur montrer à venir manger dans notre main en les attirant avec de la nourriture. Ce qui est important, par contre, c'est d'être assez ferme. Si elles essayent de mordre, c'est de leur dire non. Quelle autorité. Ben oui. On répond à d'autres questions. Alors, Mylène et Joël Janson veulent savoir, est-ce qu'on peut tailler le bec des perruches? Ben, normalement, c'est pas nécessaire. Le bec va s'user tout seul lorsque les perruches se nourrissent. Et le bec supérieur ne doit pas être plus long que la partie inférieure du bec. Et s'il est plus long, ben, c'est parce que la perruche a un problème. À ce moment-là, il faut consulter le vétérinaire qui, lui, va tailler le bec et essayer de déterminer le problème qui est à la cause de ça. Parce que dans le bec, il y a des petits vaisseaux sanguins. Et si la taille n'est pas faite comme il faut, la perruche peut saigner. Yannick Charette veut savoir, est-ce que les perruches ont des dents? Ouais, ça, c'est sûr que non. Les oiseaux n'ont pas de dents. Oui et non. En fait, oui, les oiseaux adultes n'ont pas de dents, mais les oisillons dans l'œuf ont une espèce de petite dent sur le bout du bec qu'on appelle la dent de l'œuf ou le diamant. Et c'est avec cette petite dent qu'ils vont briser la coquille lors de l'éclosion. Et cette dent-là va tomber 2 ou 3 jours après, justement, qu'il soit sorti de l'œuf. Mais Claudiane Derry aimerait savoir, tu sais, quand la perruche perd ses plumes de la queue, est-ce que ça lui fait mal? Est-ce que ça repousse? Mais ça doit être normal, elle est en train de muer. Ben oui, les perruches muent normalement 2 fois par année et au moment de la mue, elles vont perdre progressivement toutes leurs plumes sur une période d'environ 2 à 3 semaines. Et c'est pas douloureux quand les plumes tombent et elles vont repousser sans problème. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire durant la mue? Ben, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la température de la pièce où elles sont. On peut aussi diminuer le stress au maximum et ajouter des vitamines dans l'eau. Eh bien, on pourrait encore parler bien longtemps des perruches parce que c'est très intéressant comme animal. Malheureusement, on n'a plus le temps, l'émission est terminée. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a plusieurs livres sur le sujet, entre autres celui qu'on a donné tantôt lors du tirage, Vous et votre perruche ondulée de Michel Pilote, qui est très bien fait et très complet. Il y en a plusieurs autres aussi que vous pouvez louer ou acheter. Alors, pour nous, ben, c'est terminé. Bye bye tout le monde, à la semaine prochaine. Lundi, 16h30.